Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour Roland, votre compagnie, en compagnie également de Jean-Luc, en compagnie de Yves à la technique et de notre invité qui est amené à devenir récurrent. Ouais. Patrick Neyman. Voilà. J'attendais qu'il se présente lui-même pour une fois. Bon, comme c'est la deuxième fois déjà, et ce ne Oui. sera pas la dernière, on est bien d'accord. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout à fait différent de l'autre jour. Ça va être les énergies d'aujourd'hui, les énergies nouvelles en quelque sorte. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Alors, on fera peut-être deux parties. Une partie, que tu vas nous expliquer les énergies nouvelles, mais également en essayant, sur la deuxième partie, de parler de ce qui se passe à Vissou en termes d'énergie, que ça soit... notamment, il y a un projet de data center de 83 MW. Donc, la question qu'on pourrait te poser par rapport à l'énergie, est-ce que c'est consommateur, ce projet d'énergie électrique? Et si c'est le cas, ce que je pense, c'est où on va la chercher, parce que est-ce qu'il y en a suffisamment sur Vissou pour s'occuper des Vissoussiens, mais aussi de ce data center? Et s'il faut aller la chercher ailleurs, qu'en penses-tu? Est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Et ça sera plutôt une deuxième partie locale. La première partie, donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les énergies qui sont aujourd'hui à disposition, en sachant qu'avec la guerre de l'Ukraine et tous les problèmes que ça pose, on nous parle de sobriété énergétique. Donc, qu'est-ce que tu en penses de cette situation aujourd'hui nouvelle, même si elle était prévisible en partie? Oui. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, alors les énergies d'aujourd'hui dont on dispose, essentiellement, donc on a, en France, je parle pour la France, on a en gros 72% de nucléaire, d'énergie nucléaire. On a de l'hydroélectrique. Les barrages. Les barrages, oui. Alors ça, c'est une énergie assez intéressante. On a un peu d'éolien terrestre. On a un peu d'éolien maritime. Alors, je ne dis pas hydrolienne. Hydrolienne, ce serait une pale qui est dans l'eau. Alors ça, c'est relativement marginal. Et il y a le photovoltaïque. Il y a également des énergies qui sont un peu plus marginales, comme la biomasse, à notre disposition. Alors, effectivement, il y a toujours un peu de charbon pour fabriquer de l'électricité. Alors, en France, c'est relativement marginal. Il y avait 4 centrales à charbon, il n'y en a plus que 2 maintenant. J'expliquerai plus tard pourquoi il faut les maintenir. Il y a le gaz également comme énergie d'appoint. Je pense que j'ai fait à peu près le Mais tour quand de tu ces parles énergies. de 72% d'énergie qui est fournie par l'industrie nucléaire, d'après les informations qu'on reçoit régulièrement par différents canaux différents médias, c'est qu'il y a une grande partie des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt pour maintenance, etc. Est-ce que par rapport à ce qui va se passer dans les prochains mois d'hiver, ça va avoir un impact, où on a vraiment de la réserve? On est relativement, compte tenu des travaux de maintenance. Alors, ce qu'il faut savoir, la maintenance, il y a essentiellement des maintenances programmées. Alors, ce sont des grosses maintenances. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de centrales qui sont à l'arrêt. Donc, c'est des maintenances tous les 10 ans. Qui sont prévisibles. Enfin, il n'y a pas de... Bon, ça, c'est prévisible, c'est acté, etc. Alors, ils se sont aperçus qu'en faisant des contrôles supplémentaires, qu'il y avait des problèmes de micro-corrosion et de micro-fissures. Alors, quand on dit micro-corrosion, quand on entend dans certains médias, il y a des trous dans les tuyaux. Non, ça ne se voit même pas à l'œil nu. C'est-à-dire qu'il faut passer des ultrasons, faire des scanners, donc ils sont obligés de découper des tuyaux, des gros tuyaux. Bon, c'est des tuyaux énormes. Et après les analyser avec des moyens performants. Donc ça prend d'ici un mois ou deux, normalement, ça devrait rentrer plus ou moins dans l'ordre. Bon, ça veut dire que s'il y a un grand froid d'ici là, bon, ça peut être juste. Alors, il faut savoir qu'il y a un maillage quand même européen de l'électricité. C'est-à-dire que si on manque d'électricité en France, les Allemands fournissent, l'Allemagne fournit. Et c'est le charbon, l'Allemagne, plutôt, non? Alors, oui. L'Allemagne, c'est le charbon, c'est au moins 45% de charbon, c'est extrêmement polluant. Il faut savoir que ce n'est pas du charbon de bonne qualité, c'est du lignite, c'est un charbon de très mauvaise qualité. On se souvient de Tchernobyl. Est-ce qu'il peut y avoir un risque un jour d'un Tchernobyl en France? Alors ça, c'est une question de probabilité. Je serais vraiment de mauvaise foi en disant non. Et disons que
le risque est extrêmement calculé. Alors, il faut savoir que Tchernobyl, l'accident de Tchernobyl, on va me dire le désastre de Tchernobyl, c'est dû à des erreurs humaines au départ. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont complètement supprimé toutes les sécurités, qui ont fait des tests, etc. Et en fonction de ça, il y a eu un emballement, ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Il faut savoir que les centrales françaises ne sont pas dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même technologie, on a des technologies un peu plus avancées. Il y a des systèmes de sécurité qu'on ne peut pas... Et les durées de vie, parce qu'on parle de durée de vie avec... Alors, durée de vie. Alors ça, c'est une... Il y a eu Fessenheim qui était fermé. Voilà. Ouais, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'on entend souvent parler, une centrale, c'est 40 ans. Alors, en fin de compte, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Ce 40 ans, ça vient... ça, c'est les centrales américaines. Les centrales américaines, elles ont un billet quand on sort une centrale aux États-Unis pour 40 ans. En France, les ingénieurs ne fabriquent pas une centrale pour 40 ans. Ils fabriquent une centrale pour que ça dure le plus longtemps possible. Et c'est revu tous les 10 ans. Tous les 10 ans, on vient évaluer la centrale, il y a des tests faits par l'Agence de sécurité nucléaire qui sont extrêmement pointilleux. Et tous les 10 ans, on vient dire si la centrale est apte à continuer ou pas. Bon, Fessenheim, c'est purement politique, cet arrêt. C'est pas un arrêt... Elle avait combien d'âge, Fessenheim ? Plus de 40 ans ? Ah oui, elle avait plus de 40 ans. D'accord. Ah, ce fut l'époque aussi des grandes manifestations antinucléaires. On n'en voit plus maintenant de ce genre de grandes manifestations comme il y a eu dans les années 70. Oui, parce qu'on n'en voit plus, parce que, bon, effectivement... Il y a une urgence, déjà. Ouais, c'est-à-dire que c'est compliqué de se passer du nucléaire. Si on regarde le bilan, c'est extrêmement compliqué. Alors ça, on peut en discuter. Quand on voit, par exemple, ce qui se passe en Allemagne, qui a choisi d'essayer de se passer nucléaire, bon, ils n'ont pas complètement supprimé toutes leurs centrales, donc ils sont à 45% de charbon. Et il faut savoir que si on utilise des énergies... Alors, ils ont beaucoup d'éolien, Si on utilise des énergies dites renouvelables, intermittentes, il faut que la capacité de production soit 2 à 3 fois supérieure à ce que l'on peut consommer. Ce qui veut dire que, par exemple, l'Allemagne, qui a une consommation électrique sensiblement identique à la France, a une production possible qui est au moins le double de celle de la France, du fait qu'ils sont très liés aux énergies renouvelables, non pilotables. On ne sait pas demain s'il va y avoir du vent ou pas. Donc, on ne peut pas être complètement en renouvelable. Ça ne marche pas. Alors, quand tu parles que la durabilité peut effectivement largement dépasser le seuil théorique, mais c'est du cas par cas, ou c'est en fonction de la géologie, d'un certain nombre de... Parce que c'est les mêmes matériaux. C'est les mêmes après, ça dépend si c'est une période, s'il y a un territoire sismique ou pas. Je suppose que tout ça est lié à ça. C'est lié, mais c'est plutôt lié... Toutes les centrales que l'on a en France ne sont pas tout à fait... n'ont pas été toutes construites au même moment. Donc, les technologies évoluent un peu. Donc, par exemple, quand il y a des problèmes de micro-corrosion sur certains sur certains tuyaux, on ne les retrouve pas sur toutes les centrales. Elles n'ont pas la même technologie. Donc tu dis qu'avec 72% d'énergie venant du nucléaire, mais au vu d'un certain nombre de centrales qui sont mises au repos provisoirement, et c'est normal parce qu'il faut le prévoir, est-ce que ce déficit qu'on pourrait avoir s'il y a un grand froid, notamment cet hiver, est-ce qu'il pourrait être pallié par d'autres énergies renouvelables qui ne sont peut-être pas au niveau encore? Donc la question que je te pose, parce que c'est une question que se posent beaucoup de personnes vivant sur notre planète, c'est de dire, est-ce qu'on va avoir un problème d'énergie en France ou dans d'autres pays d'ailleurs, là cet hiver, en décembre, janvier, février par exemple, s'il fait très froid? S'il fait très froid. Moi je pense que non, mais ça sera sûrement limite, donc probablement pas. Alors sachant que c'est pas on va dire les ménages qui sont les plus gros consommateurs. Les entreprises, ce sont les entreprises. Il y a des entreprises qui sont excessivement consommatrices d'énergie, les cimenteries, l'aluminium, le verre. Bon.
ce seraient les premières à être arrêtées. Ce serait pas. Donc il y aurait le chômage technique quoi, pour les salariés. Oui, probablement. oui, mais c'est pas le genre de choses qui dure très 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 longtemps. D'accord. non plus, hein. D'accord. Donc en dehors de l'énergie nucléaire, donc les 28 autres pourcents qui se distinguent en plusieurs, est-ce que tu peux nous en dire un mot sur leur évolution et sur leur fiabilité? Oui, alors, Ouais. alors il y a l'hydroélectrique. Alors ça, c'est un petit bijou que l'on a en France. On a géographiquement, on a des montagnes, on a des lacs, etc. Et on a un certain pourcentage d'énergie, on va dire une petite dizaine de pourcents d'énergie hydroélectrique. Alors, c'est doublement intéressant parce que c'est une énergie qui est disponible très réactive. C'est-à-dire que s'il y a un appel d'énergie à un endroit, ça peut réagir extrêmement vite. Il y a, parmi ces nombreux barrages, il y a ce qui s'appelle des steppes. Alors, step, se dire marche en anglais, c'est en fin de compte des barrages à 2 étages. Donc, il y a un lac qui est en hauteur et il y a un lac qui est en bas. Et il y a des turbines qui sont placées relativement bas. Bon, l'eau coule et fournit de l'énergie. Alors, on sait tous qu'il y a des périodes de la journée et des périodes d'activité où on a beaucoup moins de besoin d'électricité. Eh bien, dans ces périodes où on a moins besoin d'électricité, on utilise l'énergie que l'on a en surplus pour remonter l'eau en haut du lac. Ce qui fait une réserve, c'est-à-dire... En cas de besoin, quoi. Voilà. Donc l'eau recircule sans arrêt et c'est relativement astucieux. Alors ça, ce type de barrage, on en a, je crois qu'on en a 7 ou 8 en France. Et bon, c'est assez difficile à en faire beaucoup Est-ce qu'on plus. utilise cette eau pour faire l'électricité? Est-ce que la qualité de l'eau utilisée est recyclée? Et est-ce qu'elle ne pose pas de problème sur le plan de la qualité? C'est simplement... Non. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Non. Par exemple, pour répondre à ta question, par exemple, je pense aux différents lacs, par exemple Serponçon, qui est l'un des plus grands lacs. La réserve d'eau, c'est une réserve d'eau pour toute la région, en fin de compte, même en eau potable. D'accord. Et en dessous, il y a On n'a des pas besoin de la barrages. retraiter parce qu'on l'a utilisée pour faire l'électricité. C'est ça ma question. Non. Les turbines ne polluent pas l'eau, si c'est là la question. Alors, parmi les autres sources, il y a l'énergie solaire. Moi, je me souviens, dans mon adolescence, j'y allais assez souvent en vacances, le four solaire de Odeillo, Tout à fait. Font-Romeu, qui est magnifique d'ailleurs. C'est magnifique, oui. Alors ça, c'est ce four solaire, ça s'appelle une usine à concentration d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a un point relativement haut, et il y a tout un tas de petits miroirs ou de petites paraboles qui vont envoyer le soleil vers un point unique. Donc c'est comme s'il y avait des loupes en multitude qui renvoient les faisceaux d'énergie. Et on arrive à avoir des énergies extrêmement importantes. On peut faire, dans le four solaire, de son nom four, on arrive à faire fondre du métal. Donc c'est vraiment... Et pourquoi est-ce qu'on n'en a pas fait plus de ces... Alors, il y avait eu des projets, effectivement. On s'est aperçu que c'est pas rentable en France. C'est-à-dire que bien qu'il y ait du soleil, mais il n'y en a pas assez. Alors, Avec le réchauffement de la planète et vu cet été, on peut peut-être espérer que ça change. peut-être, mais... Enfin, oui et non d'ailleurs. Mais il faudrait que ça marche toute l'année. Oui. C'est ça le souci. Alors c'est pour ça que les pays qui sont en vogue avec ça, c'est plutôt le sud de l'Espagne, le Maroc, etc. Où là, il y a même des centrales solaires photovoltaïques assez Sur importantes. toute l'année, il fait à peu près du soleil. Bah voilà. Sachant que le rendement d'un... faut voir. Alors pour l'éolien, c'est ce qu'on appelle le facteur de charge. C'est-à-dire qu'une éolienne ne fonctionne pas tout le temps. S'il n'y a pas de vent, elle ne fonctionne pas. S'il y a trop de vent, elle ne peut pas fonctionner. En gros, une éolienne terrestre, c'est entre 10 et 50 km/h de vent. S'il y a plus de vent, pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux, c'est-à-dire qu'on risque de tout arracher. D'accord. Donc, on est même obligé de les freiner, voire de les arrêter. Donc, de dépenser de l'énergie pour arrêter l'éolienne. Sachant qu'entre 10 et 50, le rendement, il n'est pas au top. C'est-à-dire que ça va monter comme ça, et puis doucement, et puis ça va redescendre. Donc, le facteur de charge, on appelle le facteur de charge, c'est à peu près 25%, ce qui n'est pas phénoménal. Pour du solaire, c'est 15%, sachant que ça ne marche pas la nuit.
Donc c'est étonnant quand même qu'en fin de compte, parce qu'on nous en vante, à peu près tout le monde d'ailleurs, dans la classe politique, plus ou moins, hein, mais que le solaire et l'éolien, c'est l'avenir, que ce soit sur terrestre ou maritime. Et si tu me dis qu'en fin de compte, en termes d'efficacité, c'est entre 15 et 25%, ça paraît un peu dérisoire. C'est dérisoire, mais ça vaut le coup quand même de tout ce qui est pris. C'est quand même un fond quand ça marche. Ça allège les autres modes. Bon, c'est toujours bon à prendre. C'est-à-dire que... Il n'y a pas une solution beaucoup plus intéressante à moyen terme et rentable en termes d'efficacité énergétique. Non, le mieux, le mieux aujourd'hui, c'est les centrales nucléaires. D'où la position d'arrêter la fermeture et même d'avoir un programme de renouvellement. Voilà. Alors ça, je dis pas ça par conviction personnelle. Oui. Je dis ça parce que RTE, donc la société sous-filiale d'EDF, etc., qui s'occupe de ça, a prévu, a analysé, ils ont fait une étude assez intéressante, ils ont prévu 6 scénarios pour 2050. Alors, regardez tous les moyens, éolien, solaire, 100%, 100% solaire, 100% éolien, 100% nucléaire, etc. Et ils sont arrivés à différentes conclusions qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire que si c'était 100% renouvelable, le taux de carbone par habitant serait plus élevé que si c'était 100% nucléaire. En tenant compte de tous les processus de fabrication et de traitement. Sachant qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, une éolienne, sa durée de vie, c'est une quinzaine d'années, pas plus. Mais non. Alors en plus de ce que tu nous as dit en termes d'efficacité, c'est que la durée de vie est courte. La durée de vie est courte et on ne sait pas très bien les recycler. Parce que le matériau utilisé, c'est le matériau qui est utilisé ou c'est... Oui, les pales, c'est une espèce de téflon plastique, fibre de verre. Bon, c'est des pales énormes. Par exemple, une éolienne terrestre, une pale, c'est 50 mètres. En mer, c'est le double. C'est 100 mètres une pale. On peut imaginer ce que c'est comme... Et l'embase béton qui est au sol, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que c'est quand même bon à prendre, même si c'est un rendement qui n'est pas très élevé. Alors, on voit que le solaire, il y a une petite chance d'utiliser le solaire en France, surtout dans le sud. Où il y a bon. Maintenant, on est plus parti sur des éoliennes en mer. Sachant que ça pose un autre problème. Bon, il ne faut pas que ce soit trop près des côtes sur le plan visuel. Pour le plan visuel. La sécurité, peut-être aussi. L'écosystème, tout ça. L'écosystème. Mais plus elles sont loin, plus c'est compliqué parce qu'il faut du cuivre. Et le cuivre, c'est une denrée rare. Pour ramener l'électricité. Eh oui. Donc c'est une denrée extrêmement rare de nos jours. Ça ne l'était pas, maintenant ça le devient. Tous les bols de cuivre qu'il y a. Oui, à Vissou, on connaît un petit peu. Voilà. Et un autre point, c'est qu'on vante l'éolienne en mer, mais quand on regarde, il y a des études danoises qui, ils ont le vent en poupe, sans faire de mauvais jeu de mots. Ils ont regardé par pas d'une demi-heure dans une zone en mer, comment se passait justement comment fonctionnaient les éoliennes en mer. Et on voit que c'est extrêmement irrégulier. C'est-à-dire que le vent peut être très fort, une demi-heure après, ça peut baisser, ça remonte. Donc c'est extrêmement irrégulier. Une éolienne terrestre est beaucoup plus régulière. Alors, ce qui veut dire qu'il y a plus de vent en mer, quoique, souvent il y a plus de vent en mer, mais c'est plus irrégulier. C'est-à-dire que quand on est en haut, bon, on produit, mais si une demi-heure après on est en bas, il faut pallier ce problème. C'est-à-dire qu'il faut que quelque chose d'autre puisse tourner de l'énergie pendant ce temps-là. Quand tu parlais que c'est idéal entre 10 et 50 km/h, en mer, comment on analyse le vent qui évolue donc presque de manière irrégulière, mais plus qu'en terrestre, en termes de sécurité, ça ne peut pas se détacher s'il y a un fort vent? Oui, il bloque les éoliennes. À distance? Ah oui, c'est complètement servi, oui. Donc c'est-à-dire que sur ordinateur de terrestre... Ah oui, c'est même fait automatiquement. D'accord. Ils arrivent à jouer. Alors maintenant, pour revenir au solaire, le solaire, ça semble aussi intéressant. Bon, il faut prendre ce qui est prenable, mais c'est une emprise au sol qui est assez importante. Donc il faudrait des champs entiers
D'où, en dehors des gens qui habitent à proximité, c'est aussi les agriculteurs qui se disent ça pose problème, quoi. Par contre, il y en a certains qui sont contents parce qu'ils louent le morceau de terrain. Oui. Alors, maintenant, ce que font souvent les gens, c'est qu'ils instrumentent leur toit. Un hangar, etc., un supermarché, ce genre de choses. Oui, mais c'est beaucoup plus petit, quoi, c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus petit. Mais bon, faut... Et en dehors de tout ça, il n'y a pas quelque chose qui pourrait se détacher? Parler de biomasse, est-ce que ça peut... C'est extrêmement minime, la biomasse. D'accord. C'est Et même si on le important. développe, ça ne peut pas prendre une... Non, puis la quantité... Alors, en gros, sans dire de bêtises, je crois que notre consommation électrique en un an, ça doit être 475 TWh. Alors, le térawattheure... Alors, le giga, c'est 1 milliard. Ouais. Le téra, c'est 1000 milliards. Pour donner un ordre de grandeur. Un radiateur électrique à la maison, c'est entre 1000 et 2000 watts. Donc, c'est des énergies, c'est vraiment énorme. Alors, il y a un deuxième point qui est... Alors, ça peut sembler aussi quand même très intéressant, toutes ces petites énergies. Il y a un deuxième point moi, que j'ai relevé, c'est que quand on fournit de l'électricité au réseau, par exemple un particulier qui a des panneaux solaires sur son toit, et encore, il faut que ça soit rentable, ce qui n'est absolument pas évident, il réinjecte sur le réseau, mais on ne peut pas réinjecter sur le réseau n'importe comment. Le réseau, c'est une sinusoïde. Alors, l'intérêt, c'est de réinjecter une autre sinusoïde, il faut qu'elle soit synchrone, donc il faut la réinjecter au bon moment. Mais c'est jamais parfaitement synchrone, les deux. Ce qui fait qu'on a toujours eu un réseau qui était de très bonne qualité, ce qui fait que plus il y a de points qui viennent se rajouter, et plus on va créer des petits parasites de synchronisation. Mais qui c'est qui gère l'exploitation de ça? Parce que s'il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs centaines, milliers de personnes qui ont des panneaux solaires, même si tu dis que ce n'est pas forcément rentable, mais s'ils le font par conviction ou pour d'autres raisons, comment c'est géré ensuite par EDF, RDF Non, c'est fait localement. C'est-à-dire qu'au niveau de l'installation, par exemple, un particulier, avant de rebalancer sur le réseau, il y a un système d'onduleurs qui fait que ça se resynchronise. Mais c'est pas lui qui gère, c'est automatique. Oui, c'est automatique. D'accord. C'est automatique, mais c'est fait au mieux, mais bon, c'est jamais parfait, quoi. D'accord. Et donc, pas d'autres solutions alternatives? Non, alors il y a d'autres énergies qui seraient intéressantes, mais c'est des énergies qui seraient dérivées. Je pense à l'hydrogène. Typiquement, l'hydrogène, c'est sûrement une énergie d'avenir pour remplacer l'essence. C'est pas dangereux? Alors, La bombache. oui, mais c'est pas la même chose. C'est un gaz léger, ce qui veut dire que s'il y avait une fuite d'hydrogène, ça monte. D'accord. Il n'y a pas d'explosion. Si, ça pourrait exploser. Mais alors, le principal embêtement avec l'hydrogène, c'est que pour le stocker, c'est un peu plus compliqué. C'est que faut qu'il soit liquide pour en mettre plus. Et c'est à peu près 700 bars. Donc c'est des pressions phénoménales. Donc il faut... C'est de l'énergie aussi utilisée pour faire ça ou pas? Bah oui. Ouais. Alors, pour fabriquer déjà de l'hydrogène, aujourd'hui, ça coûte beaucoup en énergie. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Oui, sauf que on peut se poser... Alors, ce qui est mis en avant maintenant, c'est l'hydrogène dit vert. Vert, pourquoi? Parce que on s'aperçoit quand même que les énergies renouvelables, souvent, elles produisent quand on n'en a pas besoin. Par exemple, il fait très beau l'été, donc les panneaux solaires fonctionnent bien, mais on n'a pas besoin de chauffage. Donc on a quand même un surplus d'énergie. Il faut le stocker, c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc on peut utiliser soit des éoliennes, etc., pour fabriquer de l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est un moyen de stockage qui est assez intéressant, parce que comme l'électricité, c'est difficile de la stocker, il faudrait des batteries énormes, difficilement... qu'on peut fabriquer difficilement, eh bien l'hydrogène est une solution assez intéressante. Et il y a énormément de recherches en ce moment sur l'hydrogène. Faire des voitures à hydrogène, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup. Donc la solution, c'est de multiplier les énergies renouvelables qu'on ne connaissait pas encore il y a longtemps, mais ça ne pourra pas remplacer le nucléaire avant des décennies. Et il faudra toujours une énergie pilotable, non intermittente.
Les énergies renouvelables ne sont pas pilotables et elles sont intermittentes. C'est bien c'est leur défaut. Toutes les énergies ont un défaut. Hein. Mais l'inconvénient aussi du nucléaire, c'est les déchets. Ah, alors ça, c'est une bonne question. Hein. À chaque fois, c'est le bénéfice-risque, quoi. Exactement. Hein. Alors, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est ce qui me torturait l'esprit. Ouais, les déchets, bon... À Bure, notamment. Hein. Il y a un laboratoire à Bure, dans la Meuse. Bon, qu'est-ce qu'on fait les déchets? Jusqu'au moment, voilà, j'ai eu vent de quelque chose. Je vais vous raconter ça tout de suite. Les déchets nucléaires, il y en a, on va dire, de plusieurs types. Il y a les déchets à durée de vie courte et ceux qui sont à durée de vie longue. Alors courte, bon... Quelques décennies. Oui, Ouais. bon, on peut les stocker, et puis... Mais longue, c'est quelques siècles. C'est ça, je suppose. Ou même, voire Peut-être plus. même plus. Ouais, même beaucoup plus, c'est Ouais. des centaines de milliers d'années. Oui. Ah oui. Ce qu'on appelle des transuraniens. Oui. Alors ça, Ouais. bon, on va les mettre, effectivement, c'est pour ça qu'on fait... Alors, les déchets nucléaires sont retraités à 95%. Donc c'est à l'usine de La Hague, d'abord dans les piscines, puis bon, il y a 95... Il reste, compte tenu de tout ce qui est brûlé, il ne reste plus grand-chose, mais il en reste quand même quelques tonnes tous les ans. Alors ça, ce qui est prévu, c'est de les mettre dans un laboratoire souterrain, dans des fûts vitrifiés, bétonnés, etc., dans une roche qui laisse très peu migrer les particules radioactives au cas où. Bon, ceci étant dit, ce n'est pas une raison pour être confiant. Alors la raison où je me sens un peu plus confiant, c'est que historiquement, le CEA, dans les années 70, Le commissariat à l'énergie atomique. le commissariat à À l'énergie Saclay, atomique, donc à sur notre Saclay, territoire. exploitait une mine, des mines d'uranium au Gabon. Et à côté de Franceville, il y a des mines qui vont sur le site France-Ville d'Oclo. ou France-Afrique, comme on appelait ça dans le temps. Sur le site d'Oclo, il y avait à peu près 16 ou 17 gisements d'uranium. Et ils sont aperçus qu'en fin de compte, pour faire du carburant, du combustible nucléaire, il faut de l'uranium 235. Et ça, il y en a très peu dans le minerai. Il y en a du type 0,4%, 0,5%. Ce qu'on appelle enrichi ou pas enrichi, c'est ça? Alors, c'est pour ça qu'il faut Ouais. l'enrichir, parce qu'il y en a Ouais. tellement peu qu'il faut extraire le peu qu'il y a et enrichir et en faire suffisamment pour que ça soit utilisable, soit pour le militaire, soit pour le civil. Bien. Et on s'est aperçu, les gens du CEA se sont aperçus qu'en analysant le minerai, mais c'est bizarre, il n'y a pas les 0,4% voulus, il y en a moins. Il y en a un peu moins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont fait des analyses beaucoup plus poussées. Et ils sont aperçus que sur ces sites-là, eh bien, il y a eu un réacteur nucléaire naturel. C'est-à-dire que ces sites, c'était des centrales nucléaires à ciel ouvert qui ont brûlé ce carburant de minerai. Donc ça, il y a fort longtemps. Hein, c'était... Et ça avait un impact sur la population locale? Non, mais il n'y a même pas d'hommes là, à ce niveau-là. D'accord. Oui, c'est des millions d'années. Il y a peut-être 1 million d'années. Oui, d'accord. Alors c'était extrêmement intéressant parce que c'était à ciel ouvert. Et ils ont regardé sur le site ce qui se passait. Et ils ont vu que les déchets, en fin de compte, les déchets à durée de vie courte, ils ont disparu depuis fort longtemps. Mais ceux à durée de vie longue, Ils sont encore là. Ouais. ce sont des atomes lourds, c'est-à-dire que c'est des gros bateaux qui se déplacent difficilement. En fin de compte, ils ont bougé à peu près de 10 cm, pas plus. En des milliers d'années, c'est ça? Oui. Ouais. Ce qui fait que, en fin de compte, c'est des choses qui ne migrent pas. C'est-à-dire qu'il a plu dessus, il y a eu du vent, il y a eu tout un tas de choses, de l'eau, etc. Et ces atomes, ces déchets sont restés sur place. Et quand tu dis qu'ils sont restés sur place, physiquement, on le voit, on Ils ont conçoit, qu'ils- mais je dis par rapport à la population qui, au Gabon, ce qui n'existait pas il y a des millions d'années, est-ce que ça a eu un effet? On a vérifié que sur la population. Non, il n'y a pas d'effet. donc, C'est-à-dire que d'accord. la population n'était même pas là parce que les sites... C'était à plusieurs kilomètres. Hein. Oui, c'est pas c'est pas des zones où il y a des villes, etc. D'accord. Donc c'est quand même plutôt montagneux, etc. D'accord, on a vérifié ce point-là. Voilà. Et aujourd'hui, par sécurité, ils ont même inondé ces sites. D'accord. Donc c'était le point que j'ai trouvé rassurant par rapport aux déchets. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de déchets. Il y a quand même, faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi.
Donc ils sont... la politique française, c'est de les enterrer dans le laboratoire souterrain de Bure, effectivement dans la Meuse, très profondément. Et là, les habitants et les associations locales sont... Ils râlent parce ouais. que, bon, ils ont peur. Alors ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre aussi. Ouais. Par contre, le danger, moi, je ne le vois pas là. Le danger, je ne le vois pas par rapport aux déchets. Quand on a des déchets qui ont 100 000 ou 200 000 ans, voire plus de durée de vie, c'est les populations futures qui seront là dans 100 000 ans, 200 000 ans. Je ne sais pas, on ne parlera peut-être pas le français, ça sera peut-être, je sais pas, on sera peut-être des petits bonhommes verts là, à cette époque-là. Est-ce que les gens seront capables de savoir que là, il y avait un laboratoire souterrain avec des déchets? J'espère que l'information sera transparente. Oui, mais comment 100 000 ans. Dans 100 000 ans, je ne sais pas. Ça sera peut-être, non, mais c'est sûr. On admet que la Terre se prend encore. Oui, ça sera peut-être des extraterrestres qui seront... J'en sais rien, je dis n'importe quoi là. Oui. Mais il y a des zones... on ne peut pas répondre à ces questions-là. On ne peut pas répondre à cette question-là. Ouais. Et on n'est pas sûr que si on fait un panneau, qu'il soit là encore, et que les gens soient capables de le lire. D'ailleurs, ça me fait penser, notamment dans le Morvan, mais c'est pas exclusivement le Morvan, il y a des zones où il n'y a pas d'industrie, il y a très peu il y a un peu d'agriculture, mais il y a des taux de cancer absolument invraisemblables. Dans des zones où il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas une grosse agriculture, et ce qui est dit à la population par les élus locaux, c'est qu'il y a eu dans le temps, alors pas des déchets nucléaires parce que ça n'existait pas, mais par exemple d'uranium, on sait pas trop, mais c'est un peu la réponse qu'on fait parce qu'on ne s'explique pas. Autant en Guadeloupe, on sait pourquoi, autant là, on ne sait pas. Donc je me projette en disant, dans 100 000 ans, effectivement, ces déchets-là auront peut-être pas migré, hein, j'ai bien compris, mais est-ce que, en fonction des périodes sismiques ou d'évolution de la géologie, peut-être que l'eau pourrait éventuellement être contaminée, que l'eau circule, qu'on utilise pour boire. C'est peut-être des choses, c'est de l'imagination, hein. Il n'y a aucune certitude scientifique, mais c'est des questions qui peuvent se poser. Je suppose que c'est à Bure. Oui. C'est pour Alors ça ils se sont posés pas mal de questions. Ils ont même choisi le site. L'endroit c'était une zone sismique. C'était pas une zone sismique. La roche, je crois que c'est de l'argélite, et qui a la propriété d'empêcher la migration des particules ou de la ralentir fortement. C'est-à-dire qu'une particule de 100 000 ans, il lui faut au moins plus de 100 000 ans pour monter à la surface. Bon, donc il y a des précautions qui sont prises. Alors compte tenu, effectivement, il y a des régions de France qui sont naturellement plus radioactives que d'autres. On pense à toutes les régions du granit, la Bretagne, dans l'Auvergne, je crois aussi. L'Auvergne, etc. Moi, je m'étais amusé, j'avais été en vacances en Lozère, j'ai pris un compteur Geiger avec moi. Bon, il était affolé dans tous les sens. Mais on voit, il y a quand même beaucoup aussi de personnes âgées donc qui vivent. Oui. Ça n'a pas l'air de nuire tellement à mais il y a peu de population en général, quand même. Il y a peu de population. Mais chez les en Bretagne, il y a quand même suffisamment de monde. Et sachant que la radioactivité, elle n'est pas uniforme partout. Hein. Alors Patrick, parce que là, on va passer directement, parce que là, ça fait déjà une petite demi-heure. On va passer peut-être... alors, je ne parle pas du projet en lui-même, mais le besoin d'énergie électrique sur un data center dont on a appris il y a très peu de temps par un journaliste du net, qu'il est prévu de le construire vraiment à proximité du centre-ville avec une puissance de 83 mégawatts. Donc, la question qu'on peut se poser, en tout cas les Vissoussiens peuvent se poser s'ils sont bien informés, c'est de dire, pour construire un tel endroit, alors qu'il n'y a pas de puissance électrique pour cet établissement-là, et d'après les informations qu'on a reçues, c'est peut-être la totalité de la puissance électrique annuelle dont cette aurait besoin. Donc, il est peut-être question qu'on aille la chercher à Rungis, Silic, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Non pas du projet, hein, mais de ce besoin d'énergie électrique, un projet d'une entreprise comme un data center, mais ça pourrait être une autre, qui a besoin d'une telle puissance électrique. Est-ce que l'endroit où il n'y a pas de puissance électrique, comment se fait-il que c'est cet endroit-là qu'on a choisi et non pas un endroit où la puissance est... Je sais que ce n'est pas une décision que tu as prise, bien évidemment, mais est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est complètement illogique quelque part? Oui, je pense que ça doit être assez difficile à trouver des terrains pour fabriquer
pour monter ce genre de centre. Là, Ouais. effectivement, on est... Alors, Rungis, la Silic, c'est loin, effectivement, sans être très loin non plus. Mais il faut quand même tirer des lignes, ça. Voilà. Et puis, c'est des lignes de puissance. Alors, faut effectivement... sûrement que les lignes actuelles en présence ne sont pas suffisantes pour pallier ce problème. Donc il faut sûrement tirer des lignes nouvelles. Mais bon, ça, effectivement, ça a un coût, c'est des inconvénients. Alors, encore faut-il savoir si c'est aérien, souterrain. Là, on parle plutôt de souterrain, mais un peu aussi d'aérien. Mais parce qu'il y a le problème des autoroutes. Et que là, c'est difficile. Ah bah oui. Donc c'est pour ça que ça serait plutôt Rungis Silic. Et évidemment, les Rungisois qui commencent à être au courant se posent des questions aussi pour eux. Maintenant, mais nous aussi, on a des entreprises, on a besoin d'énergie électrique. Donc si vous en prenez pour votre data center de Vissou qui se trouve à 3 km à peu près, tout le monde on commence à se poser des questions parce que pas grand monde est au courant. Mais ça va venir. Et donc, moi, je ne comprends pas, c'est que ce data center qui aurait pu être à un autre endroit, notamment dans une ZAC où il y a des terrains disponibles, et là l'énergie électrique se trouve pas très loin, c'est de l'autre côté de l'autoroute, mais sur notre territoire, en limite d'Antony-de-Massy, c'est pourquoi a été choisi ce territoire-là, en plus en centre-ville, ce qui pose problème pour d'autres aspects. Mais on en parlera à un autre moment, ces autres aspects. Alors, sur l'énergie électrique, on ne comprend pas. Il faut quand même savoir que l'énergie, elle est là. C'est-à-dire que physiquement, on peut tirer de l'électricité, même par le data center. Mais probablement, les câbles ne sont pas assez de diamètre suffisant pour... on risque de brûler les câbles, etc., si on tirait sur le réseau qui est présent actuellement. D'où les travaux absolument gigantesques. Voilà, parce que tout le réseau est maillé. Donc, quelque part, si on tire de trop, ça va disjoncter. C'est-à-dire qu'il y a au niveau des transformateurs, ça va disjoncter. Moi, je voudrais rebondir là-dessus pour dire que c'est quand même une conséquence de nos habitudes de vie. S'il y a des data centers. C'est-à-dire que ce que j'aime bien rappeler, c'est que un mail avec une pièce jointe de 1 méga, c'est-à-dire une photo, c'est l'équivalent d'une ampoule pendant 24 heures de 25 watts. Le fait d'utiliser énormément de mails avec de courriels en bon français, avec énormément de pièces jointes comme ça. Bon, je ne parle pas pour les besoins professionnels, mais simplement le besoin des particuliers. Eh bien, ça, faut les stocker quelque part. Mais je crois que personne n'a conscience de cela pratiquement. Voilà, mais simplement le fait de mettre ces anciens mails dans une corbeille et de jamais vider la corbeille, c'est stocké quelque part. Ou dans un data center, peut-être à Vissou. Donc, faut que les gens se rendent compte que notre comportement influe également sur le fait d'avoir besoin de ce type d'usine. Je pense que d'ailleurs, c'est pas remis en cause le besoin des data centers. Mais tu as parfaitement raison, parce que surtout les jeunes générations, les jeux vidéo, enfin tout un tas de choses, c'est pas de les stigmatiser, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est nos habitudes. Et de changer d'habitude, c'est pour ça que l'histoire du chauffage avec l'énergie électrique, les gens commencent à prendre peur en disant, mais attendez, c'est comme l'eau qui coule au robinet, nous, en Afrique, c'est pas le cas. Donc, il y a un moment, il faut savoir Ce qu'il faut savoir quand même, que le numérique, ça représente, si c'était un pays, ce serait le 3e pays consommateur, le numérique. Et d'ici 2050, ça va être le 1er. Donc, avant la Chine, avant le... Oui. Il n'y a pas de campagne d'information, justement, pour... ne serait-ce simplement que vider les corbeilles des mails et autres. Il n'y a jamais de campagne d'information là-dessus. C'est comme la pollution. Enfin, moi, je m'occupe surtout de l'eau. La pollution des eaux, au lieu de lutter en amont contre éventuellement l'agriculture intensive ou choses comme ça, on va construire des usines pour dénitrifier. Donc ça coûte de plus en plus cher. Avec le progrès technique, depuis la révolution industrielle, nous amène à ça. On est des consommateurs, mais au bout d'un moment, on va arriver dans le mur. Parce que même si on arrivait à trouver des solutions intermédiaires, alternatives, mais c'est nos habitudes, effectivement, et c'est difficile de les changer, surtout si on ne nous informe pas. Oui, non, mais on pousse dans un sens. Je vais vous donner un exemple qui est assez parlant. On pousse pour la voiture électrique. Si on avait 2 millions de voitures électriques, ce qui n'est pas énorme, 2 millions de voitures électriques, ça veut dire que c'est 10% de l'énergie électrique.
Donc en gros, c'est au moins 2 centrales nucléaires. Qu'il faudrait de plus pour Ouais. fondre. Ouais. Et si tout le monde chargeait, s'il y avait tout le monde avec une voiture électrique en charge rapide, si tout le monde se mettait à charger, c'est pas possible, on ne tient pas. Et on ne parle pas des batteries non plus au lithium. Hein. Ouais. C'est un Donc autre ça, sujet. C'est un on autre sait- sujet. Ouais. On ne sait pas recycler, bon, ce genre de choses. Donc c'est une fuite en avant quelque part. C'est une fuite en avant. Ouais. Et sachant que les voitures électriques, Ouais. si on veut faire 1000 km avec, il faut une tonne de batterie. C'est pour ça que les constructeurs, maintenant, on entend des chiffres, on ne veut pas faire plus que 700 km, ça serait le maximum. Parce Bon, alors on ne va pas critiquer le gouvernement qui donne des chèques justement dans ce domaine-là pour Non. acheter les voitures électriques. que ça, c'est À un problème de court terme. pollution. Oui, oui. On comprend, on comprend la position gouvernementale de dire bon, il y a une solution alternative, mais cette solution alternative, c'est aussi une fuite en avant. C'est aussi une fuite en avant. Parce qu'on va consommer plus d'électricité. Bon. Bon, bah écoute, tout ça n'est pas très rassurant, mais on compte sur toi et ton énergie Non, pour non, venir sur une autre émission, nous parler un peu plus d'espoir. Oui, non, mais c'est il pas- faut être on va y lucide arriver, et hein. conscient. Oui, il faut être Hein, conscient. hein, C'est-à-dire hein. qu'il faut savoir que quand on fait quelque chose dans la vie, ça a toujours des répercussions. Bon, Patrick, vraiment, on te remercie parce que c'est passionnant, hein, n'est-ce pas? Alors le prochain sujet, je crois que ce sera sur un savant très célèbre du 19e siècle. Peut-être, oui. Peut-être. Pas, Mais comme il y en a 14 autres, Oui. on en a fait que 2. Et depuis, d'ailleurs, il en a fait un autre. 14, hein. oui, j'en ai fait un autre. Hein. oui. Donc peut-être Louis Pasteur, mais peut-être un autre sujet en fonction de l'actualité qui évolue sans cesse. Donc encore un grand Ça merci sera- Patrick. Ça sera avec plaisir. Ah, à bientôt et bonne fin de journée à nos auditeurs. Merci à vous. Radio Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile. Téléchargez l'application sur votre mobile.